Bonjour et bienvenue au groupe Les Échos dans le cadre du lancement du deuxième salon Handicap, Emploi, Achat Responsable qui se tiendra le 27 mars prochain au Palais des Congrès. Et pour évoquer ce sujet, nous accueillons aujourd'hui 3 des partenaires fondateurs du salon. Et j'ai le plaisir de vous présenter Marie Langlade de Moyen. Vous êtes directrice responsabilité sociétale du groupe Société Générale. Christian Sanchez, vous êtes le directeur du développement social chez LVMH et vous êtes également, je crois, le président et fondateur de l'association Arpège. Et Jean-Pierre Le Tartre, vous êtes président pour la France du cabinet de conseil et d'audit EY. Merci à tous les 3 d'être avec nous pour cette discussion. Christian Sanchez, tout d'abord, avant de démarrer, on m'a dit que vous étiez en quelque sorte le père spirituel de ce salon Handicap, Emploi, Achat Responsable, grâce à une première expérience que vous aviez menée chez LVMH il y a maintenant, je crois, 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous la raconter rapidement ? C'est ça. Ce salon est issu finalement d'une expérience d'entreprise, une problématique d'entreprise. Alors, je vous rappelle en 2 mots la loi, l'essentiel. Hein. La loi requiert que les entreprises emploient 6% de travailleurs handicapés. Elle oublie parfois de repréciser que la moitié de ce contingent, personnes handicapées, peut travailler en dehors de l'entreprise, dans les EA-ESAT, c'est-à-dire les entreprises adaptées, établissements d'aide par le travail, en prestataire de services. Et que ce travail qui est fait à l'extérieur peut permettre aussi d'atteindre ce taux. Donc on était confronté à ça, on était avec la volonté, comme toutes les entreprises, d'atteindre ces objectifs. Et on a voulu vraiment exploiter cette opportunité, développer les achats auprès du secteur protégé et adapté. Donc le meilleur moyen, c'était de mettre en contact les acheteurs, les responsables de services généraux, les directeurs industriels, avec les EA-ESAT eux-mêmes, qui se rencontrent, qui oublient un peu leurs stéréotypes et qui commencent réellement à travailler ensemble. D'où l'idée d'un salon, un salon interne au groupe LVMH dans un premier temps. Nous sommes aperçus que ça avait un effet de booster sur les achats. D'un seul coup, on a grimpé de plusieurs millions d'achats auprès des secteurs protégés. Et on a voulu faire partager cette expérience à d'autres entreprises. Et donc, ça a donné lieu à la création du salon, première édition l'année dernière. On reparlera du salon à la fin de cette discussion. Marie Langlade de Moyen, avant de rentrer dans le détail des actions qu'on peut mettre en place dans nos différentes entreprises, est-ce que vous pouvez nous aider à dresser un panorama des problématiques et des solutions à l'intérieur de l'entreprise, en prenant sans doute l'exemple du groupe Société Générale ? Alors effectivement, au sein de Société Générale, on a organisé nos actions autour de 4 axes pour répondre aux problématiques du handicap. Ces 4 axes sont tout simplement le recrutement, c'est la sensibilisation et la formation, c'est également le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et enfin, c'est le développement du chiffre d'affaires avec le secteur adapté. La problématique qu'on a sur le recrutement, c'est qu'on se trouve, comme toutes les entreprises, confronté à un problème de sous-qualification des personnes en situation de handicap. On a 84% des personnes en situation de handicap qui sont sous-qualifiées. Donc on fait face à une vraie problématique de formation et de compétences des personnes en situation de handicap, d'où le fait qu'effectivement on mène nos actions pour contribuer à la montée en compétences des personnes en situation de handicap, soit au sein du secteur adapté. Donc on a noué avec l'UNEA un pacte de professionnalisation du secteur adapté. On mène également auprès des étudiants des actions d'accompagnement, soit auprès de nos écoles cibles, nos écoles auprès desquelles on recrute majoritairement. Et là, on va financer des bourses, on va financer des projets. On est partenaire également de l'Institut Villebon. On est premier fondateur, enfin, on fait partie des premiers fondateurs de la formation Banque Handi Format Banque, qui est destinée aux personnes en situation de handicap et qui les mène vers des métiers de la banque. Et puis, parallèlement à ça, c'est vrai qu'on accompagne tout ce qui est nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies permettent aux personnes qui sont confrontées à certains handicaps d'accéder à la formation. On pense à l'accessibilité numérique, par exemple, qui vont permettre de compenser le handicap et du coup d'accéder à des formations qui, jusqu'à présent, n'étaient pas facilement ouvertes. Donc, on a vraiment ces axes
axe-là sur l'aspect formation, d'accompagner cette formation et cette montée en compétences. Sur la partie formation et sensibilisation, là aussi, on a des actions assez fortes en interne, actions pour lever les freins. On sait tous que dans nos entreprises, il y a encore des freins, donc on mène des actions pour former nos managers, pour former nos collaborateurs, pour former nos équipes pluridisciplinaires. On a mené l'année dernière une formation de l'ensemble de nos élus au CHSCT. Donc on a aussi des actions, des événements phares. C'est la semaine de l'emploi européen sur le handicap. C'est également ce salon auquel nous sommes très largement associés. Donc on a cette action-là et c'est une problématique aussi, une problématique des freins, des leviers qu'il faut mettre en place pour lever ces freins. Et puis enfin le troisième axe de travail que nous avons, c'est celui de l'accompagnement et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Depuis 2007, nous avons mené 3500 accompagnements de maintien dans l'emploi. Donc, ce sont des actions importantes pour nous. Et puis enfin, le dernier levier, c'est celui du secteur adapté. On parlait tout à l'heure effectivement du besoin de formation et d'accompagnement de la montée en compétences du secteur adapté. Et nous, notre axe de développement du chiffre d'affaires auprès du secteur adapté, c'est aussi de contribuer par le recours au secteur adapté à l'emploi indirect. D'accord. Vous nous décrivez là un panorama d'actions importantes qu'un grand groupe comme vous a mis en place, mais qui doit coûter du temps, de l'argent, j'imagine. Est-ce que vous pouvez mesurer un impact sur la performance ? Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Pour nous, la diversité est un levier de performance très très important parce qu'au travers de la diversité, qu'elle soit au travers du handicap ou d'autres formes de diversité, mais on est là pour parler du handicap, c'est aussi générer des idées plurielles, avoir une richesse de profils qui est pour nous source de performance pour l'entreprise. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes un banquier et qu'un banquier est confronté je dirais, à une population qui va, elle, représenter aussi tout ce qu'une population peut compter. Et donc avoir dans nos équipes des personnes en situation de handicap, c'est aussi être à l'image de nos clients et du coup pouvoir prendre mieux en charge nos clients. Vous comprenez ce qui vient d'être dit, Jean-Pierre Letarte. Vous avez mis en place chez EY une mission handicap, je crois, il y a quelques années. Et puis en plus, vous êtes un expert de la performance en tant que cabinet conseil. Oui, non, bien sûr. Et je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que la diversité est un moteur, est un élément de la performance. Aujourd'hui, l'entreprise n'est pas hors sol, hein, vit dans un environnement qui est divers et doit prendre en compte cette diversité pour servir ces marchés. Mais j'ajouterais un autre élément par rapport à ce que vous avez dit sur la performance, c'est que pour ce qui nous concerne, ça a été aussi un élément essentiel de changement culturel. Pas que le handicap, mais toutes les politiques autour de la diversité, de l'ouverture à des mondes nouveaux, par exemple au monde du travail manuel avec notre fondation, au monde culturel, au monde de l'éducation, parce que je voulais casser les codes. Il faut une entreprise comme EY, c'est une entreprise où on recrute à peu près les mêmes gens, qui s'habillaient à peu près pareil, qui avaient toujours à peu près les mêmes comportements, qui faisaient la fête à peu près dans les mêmes endroits. Voilà. Et là, il fallait casser ça. Et pourquoi il faut casser ça? Et là, c'est plus qu'une question de performance, c'est une question de survie. C'est que le monde devient tellement complexe, le monde est dans une telle transformation que si on n'a pas des gens, des collaborateurs qui sont plus à l'écoute de la différence, c'est-à-dire qui sortent un peu, j'allais dire, de quelque chose de vraiment extrêmement grave qu'on a connu dans des entreprises comme la mienne et que j'appellerais l'arrogance. L'arrogance, vous savez, c'est le Titanic. C'est comme ça que vous allez dans le mur ou le glacier. Et si vous ne créez pas des moyens pour que les gens s'ouvrent à d'autres mondes, écoutent la différence et un peu plus d'humilité, eh bien votre entreprise devient le Titanic. Et donc, le handicap fait partie aussi de cette politique qui cherche à faire évoluer les comportements, évoluer, je dirais, l'appréhension du monde dans lequel nous vivons. Et je pense que c'est un élément extrêmement important de la vie de l'entreprise. Alors, je comprends que ça soit important à vos yeux et puis possible dans les très grandes entreprises, mais est-ce qu'on peut mener une réelle politique handicap dans une PME, une ETI ? Enfin, moi, je pense que oui, parce que une des questions du handicap, et notamment du recrutement de personnes handicapées, c'est l'accompagnement qu'on met autour.
Et je veux dire, dans une entreprise d'une certaine taille, et je dois le dire, pour nous, c'est pas toujours simple. Surtout quand vous êtes dans une entreprise, qui, comme beaucoup d'entreprises, sous la pression du client, sur le respect des délais imposés par le client, sur les pressions normales de la rentabilité, de la qualité, etc. Et donc, il faut mettre autour un environnement qui permet à la personne en situation de handicap de grandir et d'exercer son métier. Et dans une entreprise plus petite, je pense que ces conditions d'encadrement sont plus faciles à réaliser. Donc moi, je ne pense pas que la question d'une grande ou d'une petite entreprise soit un obstacle à embaucher des personnes en situation de handicap. Est-ce que l'argument de la clause sociale dans le cadre d'un marché public ou d'un appel d'offres est un argument qui va toucher particulièrement ces PME qui seraient directement impactées par l'apport de business complémentaire? Est-ce qu'on a des exemples concrets là-dessus? Oui, ça c'est clair qu'aujourd'hui dans les appels d'offres d'administration, mais aussi de grandes entreprises auxquelles nous répondons, il y a un certain nombre de clauses sur les conditions, alors RSE, on dit souvent, vous voyez, sur l'environnement, le respect de l'environnement, mais aussi sur le handicap. Il faut qu'on puisse dire quelles sont les actions que nous menons dans ce domaine. Dans ces petites, ces moyennes et ces grandes entreprises, quand on est moyennement sensible à l'obligation réglementaire et qu'on est plus lié au pilotage du business au quotidien, est-ce que le fait qu'un dirigeant d'entreprise soit personnellement touché par une situation de handicap, à titre personnel, dans sa famille, dans son environnement, est une bonne raison pour lancer une politique de handicap? C'est à moi de poser la question. Oui, 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 non, mais non, c'est parce que je voudrais laisser. Écoutez, je pense que Christian Sanchez aura aussi une idée. Moi, je vais vous dire. Est-ce que vous recommandez ça à vos clients? En tout cas, est-ce que c'est la question vis-à-vis des clients, la recommandation des clients, c'est comment, quand on peut discuter de questions d'environnement culturel, de comportement, de gestion des talents, c'est comment on intègre la diversité et y compris le handicap. Mais ça peut être aussi la diversité de religion, la diversité de couleur de peau, qui toutes peuvent être impulsées par des comportements personnels, mais pas forcément. Voilà. Après, si vous voulez, chacun vit sa propre expérience, chacun a ses succès, ses douleurs, ses plaies et réagit par rapport à ça. Donc c'est vrai que vous pouvez être plus concerné par tel ou tel domaine si vous avez vécu ça. Mais je pense que ce n'est pas une nécessité pour se lancer dans une politique handicap d'avoir vécu le handicap. Je pense que la question, elle est véritablement, c'est comment je fais une entreprise qui comprend le monde dans lequel elle vit. Vous êtes d'accord avec ça, Christian Sanchez? Je suis d'accord. Il est certain que quand un dirigeant vit une situation de handicap, qu'il implante une politique handicap, c'est un déclencheur fort. Souvent, c'est éphémère. Le dirigeant s'en va. Est-ce que la politique reste? Probablement pas dans son intégralité. Donc, quand une entreprise est capable de bâtir une politique handicap réfléchie, centrée sur des objectifs de diversité, comme vient de le dire Jean-Pierre Letarte, centrée sur des préoccupations de l'ensemble du personnel, impliquant l'ensemble des collaborateurs, c'est plus long, c'est plus difficile, mais c'est beaucoup plus solide. Et ensuite, cette politique se suffit en elle-même, elle vit à travers les collaborateurs, elle n'a plus besoin du dirigeant, et généralement, le dirigeant est bien content de ça. Si je puis me permettre, je pense que tout ça, ça doit s'inscrire dans une politique qui donne du sens, en fait, à la vocation de l'entreprise. Et donc, le handicap, c'est pas une politique toute seule dans un coin où, tiens, à telle heure, je m'occupe du handicap. Ça doit s'inscrire dans une politique plus générale, d'acceptation, d'appréhension de la diversité, et qui doit comprendre beaucoup d'autres programmes. Et le handicap est un des programmes parmi ce qu'on peut faire pour l'éducation, pour l'emploi dans les banlieues, enfin, et beaucoup d'entreprises sont engagées. Et c'est ça qu'il faut gérer, et donner du sens à l'ensemble de ces actions. Je comprends. Donc là, vous venez de me convaincre, il faut mettre en place dans l'entreprise une politique handicap, quelles qu'en soient les raisons déclencheurs. Alors maintenant, avec vous, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pousse les personnels en situation de handicap à se déclarer? Comment est-ce qu'on mobilise des services achats? Comment est-ce qu'on maintient de la flexibilité? Tout un tas de mots très à la mode dans les entreprises en ce moment. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas parfois une gêne ou au contraire des aspects positifs à mettre des personnels en situation de handicap face à des clients ou face à des intervenants extérieurs à l'entreprise? Comment concrètement on met tout ça en place? Alors, vaste programme. D'abord, la politique handicap, ce n'est pas une politique de taxe. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail d'expert qui essaierait de valoriser quelque chose qui n'existerait pas. Donc, j'ai tendance à dire qu'une personne handicapée qui est intégrée, qui ne s'est pas déclarée, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça veut dire qu'elle est dans un milieu accueillant, qui lui a permis de se développer et qui n'a pas cherché à exploiter telle ou telle faille, telle ou telle fatigue. Donc, une politique handicap, bien sûr, elle peut inciter les personnes handicapées qui ne se sont pas déclarées à le faire. Elle fait comment? Elle le fait généralement en faisant preuve de son ouverture,
en faisant en sorte que la personne qui est handicapée, qui se déclare, ne soit pas montrée du doigt, ne soit pas victime de stéréotypes. Peut-être même qu'elle ait la conscience qu'on lui offre des avantages, c'est-à-dire en matière d'aménagement, en matière de fatigabilité ou de trajet. Ça, c'est un volet du problème. Le reste, c'est souvent, la politique handicap, une histoire de démystification. Est-ce qu'on peut mettre des travailleurs handicapés au contact de la clientèle ou faut-il les cacher dans les soupentes? On a tous l'expérience. On va dans un supermarché, il y a des grandes chaînes de magasins, et vous allez à la caisse et vous avez une personne handicapée, il y a généralement un petit panneau qui vous dit « Je suis personne handicapée, veuillez parler plus lentement » ou... Qu'est-ce qui se passe? Tout se calme. Tout se calme. Les gens qui arrivent à la caisse, qui sont généralement en colère, fatigués, etc., ils prennent leur temps. Ils se respectent. Il y a un espèce de microclimat qui se crée. Et globalement, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que le client, après la caisse, il dit « Elle est quand même pas mal, cette boîte. » Parce que dans ce climat-là, ils emploient des personnes handicapées. Donc ça joue beaucoup, beaucoup sur l'image. Je peux vous dire, pour aller au-delà des stéréotypes, que des entreprises de notre groupe, comme, pas les moindres, Louis Vuitton, Sephora, Bon Marché, aux Champs-Élysées, emploient des personnes handicapées au contact de la clientèle. Ça ne pose strictement aucun problème. Aucun problème. Vous confirmez ça? Oui, je confirme. J'aurais juste rajouté qu'effectivement, il y a le handicap visible et il y a le handicap invisible. Donc effectivement, en contact avec la clientèle, le handicap visible, je suis complètement d'accord avec vous, il va sans doute apaiser la relation, il peut apaiser la relation client, mais il y a tous les handicaps invisibles qui sont la grosse majorité quand même des handicaps et qui sont présents, qui ne sont pas forcément connus des interlocuteurs ou même en interne au sein de l'entreprise. Et qu'il faut aussi savoir intégrer. Et sur les achats, comment est-ce qu'on mobilise ces services achats? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans les idées reçues selon lesquelles les ESAT, les entreprises adaptées sont bonnes à faire la mise sous pli et pour le reste, on va voir d'autres entreprises? Ça a, j'imagine, beaucoup évolué ces dernières années. C'est exactement l'objet du salon. C'est-à-dire de démystifier. Les personnes qui se rendront au salon, les entrepreneurs qui se rendront au salon, verront des activités qui vont les surprendre bien souvent. Les EA, ESAT, les secteurs protégés, c'est pas simplement les plateaux repas et les espaces verts. C'est de la communication, c'est du marketing, c'est de l'informatique, c'est du traitement des déchets. Des missions à valeur ajoutée, bien sûr. C'est aussi une capacité de réagir avec souplesse, flexibilité, réactivité, d'être capable de s'intégrer aux procédures d'achat normales. Ce secteur a énormément évolué. Il faut voir, c'est quand même 140 000 personnes. Il y a plus d'1 milliard de chiffre d'affaires qui est traité par ces sociétés-là. C'est un secteur qu'on connaît mal. Le mérite du salon, c'est de faire rencontrer les décideurs d'achat et les entreprises du secteur protégé, en particulier les plus dynamiques. Vous nous avez... Pardon. Oui, pardon, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, nous, on veut travailler avec le secteur adapté sur tous nos axes stratégiques. Et effectivement, la prestation intellectuelle est un de nos axes stratégiques majeurs sur lesquels on veut nouer des partenariats avec le secteur adapté, en co-traitance ou pas, mais sur lesquels on travaille d'ores et déjà avec eux de façon très, très importante. Donc, et au travers du pacte de professionnalisation dont je parlais tout à l'heure, c'est également permettre de monter en compétence le secteur adapté dans toutes ces filières et pas exclusivement dans des filières, effectivement, les espaces verts ou la restauration. C'est vraiment être beaucoup plus large dans cette montée en compétences. Et dans vos différentes entreprises, donc ce taux de 6% d'emploi de personnes en situation de handicap qui peut être rattrapé par l'appel au service de ces ESAT-EA, est-ce que ce 6%, c'est un chiffre raisonnable, c'est un chiffre magique, inatteignable? Est-ce que la loi va... C'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose. Parce que, vous savez, dans un secteur industriel vieillissant, vous avez des entreprises qui ont un fort taux de handicap simplement parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Et parce qu'il y a peu de recrutement. Donc, c'est un indicateur pour les entreprises, mais ça doit au contraire les inciter à embaucher, à développer l'activité. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, les 6%. Ce qu'il faut... Alors, il faut bien qu'il y ait quand même une norme qui est... Le mérite, c'est que finalement, on a un objectif à atteindre.
Mais surtout, il faut savoir développer une politique et puis savoir aussi développer cette politique, augmenter ce taux, même quand les entreprises recrutent beaucoup. C'est-à-dire recruter des jeunes personnes en situation de handicap qui vont faire leur carrière tout à fait normalement. Et vous recrutez des jeunes chez EY? Justement, et en fait, nous, dans le recrutement, on a, pour nos départements fonctionnels, on arrive à recruter des personnes en situation de handicap. La question, c'est de les recruter dans les métiers qui sont client-facing, en fait. Et pour ça, comme on recrute beaucoup de jeunes, et c'est pas facile. Et donc, on a lancé une politique d'information dans les écoles, où on recrute, sur cette politique du handicap. Déjà, pour qu'il y ait des jeunes, parce qu'il y en a des jeunes handicapés qui suivent ces écoles, déjà qui viennent se manifester, pour dire, bah oui, on a une possibilité. Mais c'est un travail de longue haleine, pour en fait que les jeunes se manifestent et après, bon, qu'on les embauche et qu'on les garde. Après, il y a la question de l'environnement, comme je disais tout à l'heure, qu'on met en place pour que la personne reste avec nous et trouve en fait supportable l'exercice de son métier au sein de notre entreprise. Mais c'est vrai que le recrutement de professionnels dans nos métiers, c'est un enjeu et on est loin des 6%, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. J'imagine. On en reparlera à l'occasion du salon de toute façon. Un dernier tour de table avant de se quitter aujourd'hui. Vous faites partie des trois grands partenaires fondateurs principaux de ce salon. Vous étiez présent l'année dernière. Quel retour d'expérience vous en tirez et qu'est-ce que vous attendez de la prochaine édition, chacun d'entre vous? Jean-Pierre, je vous laisse commencer. Écoutez, le premier point, c'est que d'abord, la première édition était une réussite, que ça a répondu aux objectifs justement de mieux connecter les entreprises du secteur adapté avec les entreprises potentiellement clientes, que ça a donné aussi un coup de projecteur sur ces politiques de handicap, sortir un peu ces politiques, un peu de quelque chose qu'on fait parce que soit on est obligé mais qu'on ne dit pas trop, de l'afficher clairement comme faisant partie. Je disais, je permets de répéter du sens qu'on donne à l'entreprise. Et donc, moi, je suis pour recommencer cette année. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, parce que ça va monter en puissance. Et moi, je pense que ce salon, il doit être un élément qui va donner, en fin de compte, qui va valoriser, en fin de compte, les politiques de handicap. Mais, bien entendu, par meilleur contact, développer les relations commerciales entre ces entreprises et nous, mais surtout qui va valoriser, en fin de compte, les politiques de handicap. Comme on a valorisé beaucoup de politiques de diversité, que ce soit sur le gender, sur l'équilibre homme-femme, sur les différences culturelles, il faut aussi qu'on valorise la politique de handicap comme un élément essentiel des politiques de nos entreprises. Christian Sanchez, les résultats de l'année dernière et les attentes pour cette année chez LVMH? Les résultats, ça se mesure. En 10 ans, on a multiplié par 3 notre taux de personnes handicapées. C'est pas mal. Nous suivons le montant des achats aux EA-ESAT. Nous sommes maintenant à près de 7 millions d'euros en France qui sont confiés aux EA-ESAT. On augmente chaque année cette partie. Ça se mesure. Magnifique. Je partage tout à fait. Donc effectivement, la participation de l'année dernière nous a permis de sensibiliser plus de 160 de nos collaborateurs. Oui, vous y faites venir vos collaborateurs. Voilà, on y fait venir nos collaborateurs. Donc c'est vraiment un outil de sensibilisation et de formation, puisqu'ils suivent des parcours de formation. Au-delà de cela, ça a permis effectivement à nos donneurs d'ordre et à nos acheteurs qui se rendent sur le salon de pouvoir prendre contact avec un certain nombre d'entreprises du secteur adapté. Et ce qui nous a permis cette année de faire progresser notre chiffre d'affaires avec le secteur adapté de plus de 400 000 euros. Donc on est très content effectivement de ces premiers résultats. Donc pourquoi 2017? Tout simplement pour poursuivre la tendance qui était celle de 2016. On a une année 2017 qui est importante pour nous puisque c'est les 10 ans de notre mission handicap. Et puis par ailleurs, nous avons signé notre 4e accord handicap, donc avec des moyens que nous avons mis en place et dont nous dotons la mission handicap pour pouvoir, progresser dans notre mission d'emploi de personnes en situation de handicap. Très bien, écoutez, merci à tous les trois pour cette discussion. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec le groupe Les Échos, avec LVMH, le groupe Société Générale, EY et bien d'autres pour rencontrer des ESAT, sensibiliser vos collaborateurs. Le 27 mars prochain au Palais des Congrès pour la 2e édition du Salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. À bientôt.